J'habite près de la route départementale 6, et cela s'est passé un vendredi soir quand j'ai quitté la maison après une grosse dispute avec mon mari. J'ai roulé sur l'autoroute déserte sans savoir où j'allais. Puis, à un moment donné, j'ai dû m'arrêter car les larmes brouillaient ma vision. J'ai pleuré comme une enfant de 6 ans, assise dans ma voiture pendant des heures, puis j'ai finalement décidé de m'arrêter pour la nuit. Après avoir conduit quelques minutes de plus, j'ai trouvé cet hôtel d'aspect moyen au bord de la route. Ce n'était pas très cher. Le personnel était discret et m'a accompagné à ma chambre. J'ai jeté mon sac sur le canapé sale et suis allé prendre une douche chaude, pensant que ça me calmerait. Mais quand je suis revenu dans ce lit froid, le stress m'a rattrapé. Je souffre de paralysie du sommeil par intermittence depuis mes 20 ans. Ça n'arrive que lorsque je suis émotionnellement dépassé. Pour ceux qui n'ont jamais vécu de paralysie du sommeil, c'est un état terrifiant. Mon esprit reste éveillé tandis que mon corps s'éteint, me piégeant entre les deux. J'ai refoulé toutes ces pensées négatives et me suis allongé sur le lit. J'étais déjà épuisé et émotionnellement vidé. Alors en quelques minutes, je me suis assoupi. Pendant les premières heures, j'ai dormi comme une souche, mais soudain, je me suis réveillé. J'ai immédiatement su ce qui se passait. Mes yeux étaient ouverts, fixés au plafond. Ma poitrine semblait écrasée sous un poids lourd et invisible. Mes bras et jambes étaient figés en place, engourdis. Je respirais par courtes inspirations paniquées qui ne semblaient pas faire entrer assez d'air dans mes poumons. J'ai réalisé que je faisais une nouvelle crise de paralysie du sommeil. La pièce semblait plus froide qu'elle n'aurait dû l'être. Le chauffage bourdonnait faiblement près de la fenêtre, mais l'air contre ma peau était vif, mordant. D'abord, j'ai remarqué la salle de bain. Les lumières étaient éteintes. J'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas ici. Je ne dors jamais dans l'obscurité complète. Je me souviens clairement d'avoir allumé cette lumière avant de me coucher. Je me rappelle aussi avoir hésité devant l'interrupteur. L'embrasure de la salle de bain était plongée dans une obscurité totale. J'essayais de me réveiller, mais je savais que c'était impossible car je n'avais aucun contrôle là-dessus. J'attendais que ça passe quand j'ai senti un souffle d'air sur mon visage. Les fenêtres étaient fermées et j'étais certain à 200% que ce souffle venait d'en haut, comme une respiration. Mes yeux se sont tournés vers la grille d'aération au plafond. Quelques secondes, je n'ai vu que du noir, puis des yeux verts brillants sont apparus. Ils flottaient dans l'ombre de la bouche d'aération, fixés droit sur moi. J'ai paniqué complètement. Je voyais, je sentais la peur dans mes os, mais impossible de bouger. Je me disais que c'était mon imagination quand la grille a fait un léger craquement métallique. Elle bougeait lentement, se pliant vers l'extérieur de quelques centimètres. De la poussière est tombée sur mon oreiller en fines traînées grises. Les secondes suivantes, l'obscurité dans la bouche d'aération m'a fait hyperventiler. J'ai même essayé de fermer les yeux, mais je n'y arrivais pas. Je fixais la bouche d'aération sombre, croyant avoir imaginé ses yeux, quand une tête est lentement apparue. Il y avait un homme dans cette bouche d'aération maintenant, et il était complètement chauve. Son crâne reflétait la faible lumière extérieure comme un os poli. Ni sourcils au-dessus de ses yeux brillants, ni cils pour les encadrer, ni barbe, ni pores. Son visage semblait anormal, d'une façon que mon cerveau ne pouvait pas comprendre. Sa respiration humide et lourde résonnait faiblement dans les conduits. Il m'a observé pendant Dieu sait combien de temps, puis ses épaules ont forcé le passage. J'ai entendu ses os craquer alors que son torse commençait à descendre de la bouche d'aération. Je voulais hurler et m'enfuir aussi loin que possible, mais j'étais cloué au lit comme une statue. Lentement, il a laissé tomber ses bras de la bouche d'aération. C'était trop long. Ses doigts étaient fins et osseux, les ongles légèrement noircis. Sa main descendait centimètre par centimètre. Il tendait la main vers moi. Mon corps entier était trempé de sueur, mais il continuait, étendant son bras dans ma direction. Je pouvais sentir le froid émaner de ma peau. L'expression sur son visage était terrifiante. C'était comme s'il voulait juste m'atteindre. Ma gorge bougeait. Aucun son ne sortait. Soudain, son index s'arrêta à moins d'1 pouce de mon nez.
Il cligna des yeux pour la première fois, puis dit d'une voix rauque, démoniaque. « La plupart crient et partent, mais toi tu es resté. » J'aime ça. J'essayais encore de comprendre que tout cela se passait dans ma tête quand la foudre frappa juste devant ma fenêtre. Mon corps se redressa d'un coup tandis que je hurlais, le cri déchirant violemment ma gorge. La lumière de la salle de bain était allumée, et en regardant la grille d'aération, elle était scellée. La pièce était vide. Je n'ai pas passé une seconde de plus dans cette chambre. J'ai couru jusqu'à ma voiture et y suis resté jusqu'à l'aube. Quand le soleil a enfin percé à travers les arbres, j'ai conduit jusqu'à la maison de ma sœur. En route, je me répétais sans cesse que ce n'était que des hallucinations. 3 semaines plus tard, la curiosité m'a ramené à 2 heures du matin. Je fixais mon téléphone quand j'ai cherché cet hôtel sur Google. La plupart des avis parlaient d'un mauvais entretien et d'un Wi-Fi faible. Mais un avis m'a donné des frissons. Quelqu'un mentionnait s'être réveillé la nuit avec l'impression d'être observé depuis la bouche d'aération. J'ai aussi trouvé un autre où le client parle d'un rêve avec un homme chauve. Mes mains ont commencé à trembler. Je n'avais jamais révélé ces détails à personne. À ce jour, j'ignore si ce que j'ai vu était réel. Mais parfois, la nuit, je sens un courant d'air froid tomber sur mon visage. Ça me pousse à prendre un comprimé pour m'endormir après. Je roulais vers l'ouest sur l'autoroute 417 en direction d'Ottawa quand la tempête a surgi de nulle part. 1 minute avant, la route était dégagée. La minute d'après, la visibilité est tombée à presque 0. La neige frappait mon pare-brise latéralement et le vent poussait ma voiture juste assez pour que le volant semble flotter entre mes mains. Mon réservoir n'était pas vide, mais pas très plein non plus. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun signal. Je n'avais pas croisé un seul véhicule depuis plus de 15 minutes. C'est là que j'ai aperçu le panneau de l'hôtel. À peine visible dans la neige tourbillonnante, il se dressait de travers au bord d'un chemin de terre qui bifurquait de la route principale. Une ampoule solitaire clignotait violemment en dessous. Hôtel Night Rest, 2 kilomètres. J'ai ralenti et me suis rangé sur le bas-côté. Contre mon bon sens, j'ai réussi à capter une barre de réseau et j'ai cherché l'hôtel. Tous les résultats disaient la même chose. Fermé définitivement. Pas de site web. Aucun avis récent. Un article évoquait des dommages structurels survenus il y a des années. Selon Internet, cet endroit n'aurait plus dû exister. Mais l'enseigne était allumée, et derrière moi, la tempête avait complètement englouti la route. Rester dans ma voiture toute la nuit par température négative semblait soudain l'option la plus dangereuse. Alors j'ai emprunté le chemin de terre. La route était pire que prévu. Nid de poule profond, plaques de glace sous la boue, arbres se resserrant des 2 côtés. J'avais l'impression d'entrer dans un monde différent où je n'étais pas le bienvenu. Après 2 kilomètres, j'ai vu une enseigne au néon qui grésillait faiblement au-dessus de l'entrée. Hôtel Night Rest. Le bâtiment semblait abandonné. La peinture s'écaillait des murs. Les fenêtres étaient voilées de crasse. La moitié du parking était ensevelie sous les mauvaises herbes et la neige. Il n'y avait aucune autre voiture. J'ai laissé tourner le moteur 1 minute entière, essayant de me convaincre de ne pas entrer. Puis une rafale de vent a projeté quelque chose contre ma portière si fort que j'ai sursauté. Ça a tranché la question. Le hall sentait la moisissure, les égouts et quelque chose de vaguement métallique. Les lumières étaient tamisées et jaunes, comme si elles n'avaient pas été changées depuis des années. À la réception, sous une faible lampe de bureau, se tenait une vieille femme. Elle était penchée en avant sur sa chaise, crochetant avec des mouvements lents et saccadés. Sa peau était grise et flasque. Des cheveux fins et blancs collaient à son crâne comme des toiles d'araignée. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. « Bonjour, avez-vous des chambres pour la nuit ?» Ses mains s'immobilisèrent. Lentement, elle leva la tête et me fixa du regard. Ses yeux étaient troubles et ternes, comme des billes de verre restées trop longtemps dans l'eau. Elle m'examina de haut en bas sans dire un mot. Puis, elle tendit la main derrière elle et décrocha une clé rouillée du mur. Sans se retourner, elle la fit glisser sur le comptoir vers moi. Combien ? Elle leva un doigt osseux et pointa un tarif à moitié déchiré collé au bureau. 10 $ la nuit. 10 $. Cela seul aurait dû me faire partir, mais la tempête dehors hurlait et j'étais épuisé. Je l'ai payé, pris la clé et suis monté à l'étage.
Le couloir du deuxième étage était long et étroit. La moquette était tachée et humide par endroits. Le seul bruit était le faible gargouillis des tuyaux dans les murs, comme si quelque chose respirait lentement derrière. Ma chambre se trouvait près du bout du couloir. C'était exactement aussi terrible que prévu. Les draps étaient tachés. Des traces d'eau jaunâtre s'étalaient au plafond comme une infection. La salle de bain puait la pourriture et la rouille. La serrure n'a fonctionné qu'après 2 coups secs. Mais je me suis dit que ce n'était que pour une nuit. J'ai posé mon sac contre le mur, retiré mes chaussures et me suis allongé tout habillé. Le sommeil m'a pris presque instantanément. Je me suis réveillé en pleine nuit, trempé de sueur, le cœur battant sans raison apparente. Soudain, j'ai entendu des pas devant ma porte, suivis de murmures sourds. Au moins 2 voix, peut-être 3. J'ai glissé du lit aussi silencieusement que possible et me suis faufilé vers la porte. J'ai retenu mon souffle et regardé par le Judas. Le couloir était vide. Il n'y avait personne. J'ai entrouvert lentement la porte et suis entré dans le couloir. Les chuchotements avaient disparu. L'étage entier était silencieux. C'est là que j'ai vu du mouvement, au bout du couloir, près de l'escalier. Quelque chose a bougé dans l'obscurité. Une tête s'est retirée derrière le mur dès qu'elle a réalisé que je l'avais vue. Quelqu'un m'observait. Je n'ai pas hésité. J'ai foncé dans ma chambre et claqué la porte, la bloquant de l'épaule jusqu'au déclic du verrou. C'est alors que les coups ont commencé. 3 légers tapes, puis silence, puis des chuchotements faibles juste derrière ma porte. Tous mes instincts me hurlaient de fuir, mais j'étais figé sur place. J'ai regardé par le Judas à nouveau. Rien. Le couloir était vide à chaque fois. Ça a continué pendant des heures. Coups, chuchotements, silence, encore et encore. À un moment près de l'aube, l'épuisement m'a terrassé. À mon réveil, la chambre était inondée de lumière matinale. Ma porte était grande ouverte. Mon sac était vidé sur le sol. Toutes mes affaires étaient éparpillées dans la chambre, comme si quelqu'un avait fouillé chaque recoin de ma vie. Et il y avait des traces de boue sur les draps. Une à gauche de ma taille, une à droite, comme si quelqu'un s'était tenu au-dessus de moi pendant que je dormais et m'observait. Je n'ai pas cherché la femme à l'accueil. J'ai pris ce que j'ai pu, couru à ma voiture et démarré en trombe. La tempête avait disparu. Le chemin de terre derrière moi semblait irréel, comme s'il n'avait jamais existé. Des années ont passé depuis cette nuit-là. Rien ne m'a été volé car j'avais à peine d'argent ou d'objets de valeur. Celui qui est entré dans ma chambre a décidé de me laisser partir, car me voler ou me tuer ne valait pas la peine. Devrais-je me dire chanceux? J'avais 34 ans quand j'ai repris l'hôtel routier de mon grand-père dans le Montana. Il était situé juste à côté d'une portion déserte d'autoroute, entourée de forêts enneigées et de montagnes lointaines. C'était un jeudi soir neigeux. Les affaires étaient calmes. J'étais à moitié endormi derrière la réception quand un homme d'une 40aine d'années est entré, les mains enfouies dans les poches de son manteau. La neige s'accrochait à ses épaules, mais il ne cherchait pas à la brosser. Il ne clignait presque pas des yeux. Il me fixait simplement avec une expression patiente et stable. J'ai besoin d'une chambre pour la nuit. Dernier étage avec vue sur la montagne. Sa façon de le dire m'a mis mal à l'aise, sans raison apparente. La chambre 312 est libre, ai-je dit après une courte pause. Quand j'ai glissé le registre sur le comptoir pour qu'il signe, il n'a pas bougé. Apportez-le à ma chambre, a-t-il dit. J'ai besoin de votre signature ici à la réception, ai-je répondu. J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Tu peux faire une exception, j'espère. Je pensais que ça ne ferait pas de mal d'obtenir les signatures plus tard, alors j'ai forcé un sourire poli et pris la clé pour lui montrer sa chambre. Bizarrement, il n'a pas pris la clé de ma main, comme s'il était déterminé à garder ses mains dans ses poches. Il s'est simplement retourné et a commencé à monter les escaliers. Je l'ai suivi. Arrivé au 3e étage, j'ai déverrouillé la porte de la chambre 312 et j'ai reculé. Donne-moi 15 minutes pour me rafraîchir et apporte le registre à signer. Je suis sorti dans le couloir, il m'a fixé longuement, de façon gênante,
Puis, il a claqué la porte si fort que les murs ont tremblé. J'ai vite descendu et me suis assis derrière le bureau pensant « A-t-il une arme ?» Mais peu après, je me suis dit que j'exagérais. J'avais déjà vu des clients étranges, des drogués, des vagabonds, des gens qui fuyaient quelque chose. Peut-être qu'il n'est qu'un autre type bizarre. 10 minutes plus tard, j'ai pris le stylo et je me suis forcé à remonter. Le couloir du 3e étage était d'un silence de mort. Quand je suis arrivé à sa porte, j'ai entendu l'eau couler depuis l'intérieur. J'ai frappé. Entrez. J'ai ouvert la porte. La salle de bain faisait face à l'entrée. La vapeur s'échappait dans la pièce. L'homme se tenait à l'évier, dos à moi. Il se lavait les mains lentement. Rien chez lui ne semblait bizarre maintenant. J'ai blâmé mon esprit d'avoir jugé trop vite. Peut-être avait-il vraiment besoin des toilettes. J'ai posé le registre sur la table basse et j'ai attendu. En se lavant les mains, il a commencé à bavarder avec moi. Il m'a dit que j'entretenais bien la plomberie car souvent, dans ces hôtels, l'entretien est médiocre. J'ai aussi engagé la conversation en disant que j'avais hérité du lieu de mon grand-père et tentais de le rénover. Pendant qu'on parlait, j'ai scruté la pièce, cherchant ses affaires. Il n'avait pas de bagages en entrant. Il n'y avait que sa veste, posée sur le lit. Même de dos, je pouvais voir que l'homme avait traversé des moments difficiles. Sa chemise, autrefois blanche, était tachée. La poche arrière de son jean était boueuse, comme s'il était resté assis par terre pendant des heures. L'homme a dû penser que je m'impatientais, alors il s'est mis à me poser plus de questions. Et peu à peu, ces questions devenaient gênantes. « Tu nettoies la salle de bain avec de l'eau de Javel ?»« Oui. Bien, bien. » L'eau de Javel efface toutes les taches. J'ai levé les yeux au ciel, pensant qu'il me faisait perdre mon temps. À un moment, exaspéré, j'ai demandé combien de temps il lui faudrait pour signer le registre, car j'avais d'autres choses à faire. C'est alors qu'il a laissé tomber le savon sur le sol de la salle de bain. Il s'est baissé pour le ramasser et pour la première fois, j'ai aperçu le lavabo. Tout le lavabo blanc était taché de sang mélangé à l'eau. Cette main qui agrippait le bord du lavabo pendant qu'il ramassait le savon avait encore des caillots de sang séchés sous les ongles. J'ai compris à ce moment-là pourquoi il refusait de sortir ses mains de sa poche. Il y avait du sang dessus. Et ce n'était clairement pas le sien car il n'avait aucune blessure. L'homme s'est levé avec le savon, a fini de nettoyer ses mains comme il pouvait, puis s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient grands ouverts maintenant, et son sourire était plus large qu'avant. Longue nuit, hein? Certaines taches ne partent pas sans frotter en profondeur. Je restais terrifié, cloué au sol. Il s'essuya les mains sur mon jean, puis prit sa veste posée sur le lit. En mettant sa veste, il me fixait comme un rapace. Puis il s'approcha et dit « J'avais juste besoin d'utiliser tes toilettes. » J'ai dégluti. Aucun mot ne sortait de ma bouche. Il se pencha plus près, son souffle presque sur mon visage. « Ne t'inquiète pas, j'ai nettoyé la plupart. » Je ne pouvais toujours pas parler. Il regarda le miroir, arrangea ses cheveux, puis se dirigea vers la porte. Avant de partir, il m'a regardé une dernière fois et a dit « Tu sembles savoir quand te taire. » Bien. J'aime bien ça. Il est parti comme il était venu. Je ne me souviens plus combien de temps je suis resté là à regarder les taches de sang sur l'évier et la porte entr'ouverte de la pièce. Cette nuit-là, j'ai verrouillé toutes les portes et fenêtres de l'hôtel et mis le panneau, fermé, sur la porte. Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit, pensant « Si j'appelle la police et que l'homme l'apprend, que me fera-t-il » Pendant des semaines après l'incident, j'ai surveillé le journal local, espérant lire qu'un corps avait été retrouvé ou que l'homme avait été arrêté, mais rien de tel n'est arrivé. Je veux aller voir la police, mais j'ai peur pour ma vie. J'ai voyagé pour me retrouver après l'université. C'est une histoire aussi vieille que le monde. Un étudiant diplômé avec un cursus dont il ne sait que faire, qui parcourt le pays seul dans une vieille voiture achetée sur eBay, espérant trouver un sens profond à la vie lors d'une halte quelconque. Pendant toute une année après mon diplôme, j'ai fait un road trip à travers le pays sans destination précise. Je m'arrêtais souvent dans des petites villes et participais à leurs traditions locales les plus obscures.
Concours de tartes, festival de danse annuel, spécialités bizarres que tout autre Américain trouverait répugnantes, ce genre de choses. Bien qu'ils soient tous du même pays, c'était fascinant de voir à quel point ils étaient différents les uns des autres. J'ai apprécié ces escales, même si je devais faire des petits boulots quand mes économies ne suffisaient de plus. Un jour, lors de mon voyage de découverte de soi, je suis tombé sur une ville qui allait changer ma vie à jamais. Tout a commencé par un vieux panneau rouillé derrière la route, au milieu de nulle part. Je l'aurais manqué si je n'avais pas roulé plus lentement que d'habitude pour admirer les vastes étendues d'herbes sauvages de chaque côté. Je me suis garé près du panneau et j'ai dû plisser les yeux pour lire à travers la rouille brune qui s'y était accumulée. On pouvait lire Rory, St. Miles, avec une flèche courbée vers la gauche. J'ai supposé que Rory était une petite ville, et j'étais impatient de découvrir de nouvelles coutumes locales. J'ai continué sur cette longue route, guettant un virage à gauche. Finalement, j'ai repéré un petit chemin de terre qui quittait la route principale en béton vers une forêt dense. La végétation avait envahi le chemin, mais je devinais qu'une surface pavée lisse se cachait sous le feuillage, autrefois fréquenté. Je l'aurais sûrement manqué si je ne l'avais pas cherché. La ville devait se plaire dans son isolement pour laisser ce sentier si difficile à trouver. J'ai engagé la voiture sur le sentier envahi et dans la forêt. Les ombres des grands arbres engloutissaient mon véhicule. Seuls quelques rayons de soleil filtraient, éclairant juste assez pour éviter que je ne percute un arbre. Après une bonne heure à rouler sur des feuilles craquantes, j'ai enfin atteint la fin du chemin. Devant moi s'étendait une petite ville aux bâtiments carrés bordant les routes. En apparence, elle ressemblait aux autres villes visitées depuis le début de mon voyage, mais quelque chose clochait en la traversant. J'ai vite compris ce que c'était. L'endroit était beaucoup trop silencieux. D'habitude, dans une nouvelle bourgade, j'attirais au moins quelques regards curieux des locaux. Mais ici, personne dehors, et aucune présence visible à travers les fenêtres des bâtiments. À cet instant, j'ai su que j'avais découvert soit une ville d'introvertis, soit une ville fantôme. J'espérais que c'était juste une journée calme pour la ville, et j'ai conduit vers un bâtiment avec une enseigne d'hôtel devant. Ma voiture était la seule dans le parking étrangement désert. J'ai poussé la porte du petit hôtel. Comme le reste de la ville, il n'y avait personne à trouver. Le comptoir de réception était vide, et personne n'est venu quand j'ai sonné la clochette. Je savais à ce moment que la ville avait dû être abandonnée par ses habitants, mais je ne savais toujours pas pourquoi. Après une brève hésitation, j'ai pris une clé du porte-clés derrière le comptoir et je suis allé à la chambre correspondante. Bien que l'idée de squatter un bâtiment vide ne m'enchantait pas, je rêvais d'un lit confortable après avoir passé plusieurs nuits dans ma voiture. La porte de la chambre d'hôtel s'est ouverte avec un grincement sonore. J'ai regardé à l'intérieur en espérant trouver un lit pour me reposer pour la nuit. Bien que la chambre semblait assez bien entretenue, je savais que je n'allais pas dormir sur ce lit de sitôt quand je l'ai vu. Une moisissure rouge tachait les draps blancs et l'odeur était insupportable, comme un animal écrasé laissé pourrir sur la route. J'ai eu un haut-le-cœur et fermé la porte avant de retourner à la réception pour obtenir une clé d'une autre chambre. Mais quand je l'ai fait, j'ai rencontré exactement le même problème dans la nouvelle chambre. La même moisissure rouge nauséabonde qui couvrait les draps de la première chambre était sur le fauteuil de la nouvelle pièce. L'odeur était tout aussi terrible, et encore une fois, je suis retourné à la réception pour demander une autre clé. J'ai trouvé la même moisissure rouge dans chaque chambre que j'ai visitée dans l'hôtel, parfois sur les fauteuils et canapés, mais le plus souvent sur les lits. J'allais abandonner après la 10e chambre quand quelque chose sur le lit moisi a attiré mon regard, un objet brillant dans la lumière dorée. Retenant mon souffle, je me suis approché du lit pour voir ce que c'était. Mes yeux se sont écarquillés en voyant une bague en diamant en or sur la moisissure rouge. Mon corps a réagi avant même que je puisse réfléchir. J'ai tenté de saisir la bague sans plus me soucier de toucher la moisissure. Dès que mon doigt a touché la substance rouge, une douleur brûlante a traversé mon bras. J'ai lâché la bague et reculé d'un pas.
Soudain, je ne voulais plus ni de la bague, ni rester dans cette ville. J'ai fui l'hôtel en courant pour rejoindre ma voiture. J'ai pris ma trousse de secours dans la boîte à gants et désinfecté la zone touchée. Quand l'alcool a touché ma peau, une douleur fulgurante a explosé dans mon doigt. En l'examinant, j'ai vu une ampoule sanglante qui gonflait comme un ballon d'eau. Je l'ai effleurée de l'autre main et elle a éclaté instantanément sous la pression. Le sang de l'ampoule a éclaboussé mes mains. Je ressentais une sensation de brûlure chaque fois que le sang touchait ma peau. J'ai vite essayé de l'essuyer avec une serviette, mais j'ai réalisé avec horreur que ça ne partait pas. Le sang avait pénétré ma peau de façon permanente, formant des plaies rougeâtres semblables à la moisissure rouge de l'hôtel. Ça fait 1 semaine maintenant. Je suis toujours dans cette ville, et les plaies se propagent. Chaque jour, je sens ces plaies qui couvrent mes bras dévorer ma chair. Mes bras ne sont plus que peau et os désormais. Je suis certain qu'elles rongeront aussi mes os avec le temps. Je ressentais une sensation de brûlure chaque fois que le sang touchait ma peau. J'ai vite essayé de l'essuyer avec une serviette, mais j'ai réalisé avec horreur que ça ne partait pas. En cherchant de l'aide sur la route, je prie pour ne pas avoir condamné le monde entier au même sort que cette ville abandonnée.